Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec. Merci d'être là. On est autour de 18h. J'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ce qui est de la météo, on a eu un bel après-midi. On aura certainement une belle soirée. Et demain, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le temps de sortir de la moto. C'est les gens d'Environnement Canada qui nous disent ça. Ils ont écrit demain, il va faire beau, sortir vos motos. Donc, c'est une prescription d'Environnement Canada. Donc, à tous, une excellente soirée. Puis les prochaines 60 minutes, je suis pas mal persuadé que vous allez passer un bon moment aussi, puisqu'on a le plaisir d'accueillir le docteur Denis Boucher, le spécialiste des petits gros. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? C'est un docteur en médecine expérimentale. C'est aussi un auteur prolifique. Il est en face de moi. Salut, Doc! Hey, comment ça va, Yannick? Content d'être là? Ça va super bien. Je reviens de vacances. Ben oui, tu m'as conté ça. J'ai pris 12 livres en une semaine. OK, t'en avais vraiment besoin? De la bouffe en masse. J'ai pas calculé rien dans la tête, pas de calories, mais tu sais, j'ai pris de l'alcool, des mojitos, des drinks avec pain de sucre. Là. OK, oui. Là, c'est le temps de rencontrer mon psychologue de ma grosseur. Bon, c'est moi. C'est lui qui va me dire quoi faire pour me remettre sur le bon chemin. Hey, Doc, toi, t'es-tu un workaholic? T'aimes ça, travailler beaucoup tout le temps? J'adore ce que je fais. Ouais. Donc, je travaille beaucoup. Parce que j'ai une partie qui est mon travail là, de programme de perte de poids. Ouais. Là, j'ai des projets de formation en ligne qui sont en train de se monter. J'ai écrit des romans. Là, je suis en train de switch, je pense, mon 8e roman que je vais publier bientôt. Fait que je travaille beaucoup là-dessus. J'ai plein de projets qui s'en viennent et je trouve ça stimulant. Ce qui fait que j'ai pas l'impression de travailler, mais comme tu disais tantôt, prendre des vacances de temps en temps, ça fait du bien, c'est très utile. Ben oui, puis tu sais, moi, c'est vraiment ça. J'aime beaucoup ce que je fais. Même la fin de semaine, je continue quand même de travailler sur mes affaires. Le problème étant que quand je décide que je vais en voyage, je me l'achète beaucoup d'avance, mon voyage. Puis après ça, quand l'avion atterrit, là, je me dis, hey, je peux plus revenir chez nous. Prison volontaire pour 7 jours. Prison volontaire pour 7 jours. J'arrive à l'hôtel, j'essaie de me séparer, même si c'est pas toujours facile, j'essaie de me séparer de mon téléphone cellulaire, de me concentrer sur le ici, maintenant, le bar, la piscine, les filles, l'hôtel, les restaurants, du plaisir que du plaisir. Puis tu sais quoi, même si j'aime beaucoup travailler, même si ce que je pense que je peux me décrire comme un workaholic, quand j'arrive en voyage puis on me débarque, c'est fini. Ça me fait quand même du bien. T'sais, ça me fait vraiment bien. J'ai jamais l'impression d'avoir besoin de vacances, mais quand j'en fais de cette façon-là, c'est-à-dire je m'en vais tout seul quelque part 7 jours, bon Dieu que je reviens, puis je suis rempli d'énergie, même si j'ai pris un petit surplus de poids. Ça va se permettre. Tu es encore jeune quand même. Oui, c'est ça. Mais hey, c'est quelque chose quand même. 12 livres. T'es impressionnant. Oui, parce que je mange pas. Moi, je mange 3 fois par jour. Je mange le matin, le midi, puis le soir. Puis après ça, je ne remange pas. Je bois un peu au travers de l'eau, du jus, un peu de liqueur. M'excuse de te dire ça, Doc. Je veux pas que tu me fasses des gros yeux. Puis de la Coors Light, mettons, peut-être maximum 6 bières par semaine. Okay. C'est très, très peu. Fait que quand je me donne une go dans le sud, on dirait que je le ressens. Bien, physiologiquement, mathématiquement, là, ça veut dire que 12 livres en 7 jours, c'est à peu près impossible. Ça veut dire que tu as bu beaucoup d'alcool et tu as bu sucré. Tu as mangé sucré et bu sucré. Fait que tu avais les deux parfaites combinaisons pour devenir le parfait petit dodu en peu de temps. C'est ça. Puis tu sais, je mangeais plus qu'à l'habitude. Normalement, c'était toujours 3 repas par jour. Là, je m'en allais courir, je mangeais un petit peu avant pour me donner de l'énergie. Après ça, j'allais courir. Après ça, j'allais à la chambre, prenais ma douche. Je m'en allais au buffet. Ouais. Puis là, une assiette. Hey, c'est donc un bon ici. 2 assiettes. Puis là, je commençais par, je sais pas moi, du bacon, des petites patates, des œufs, des omelettes, et tout ça. Ah, tiens, il y a du pain là, moi, du pain, c'est bon ça. Puis là, après ça, je revenais. Puis là, la cuisinière me regardait avec un clin d'œil. Les crêpes venaient de sortir. Wow. Les pains dorés venaient de sortir. Puis là, on avait eye contact. Elle comprenait que je revenais dans quelques minutes. Fait que je mangeais beaucoup plus qu'à l'habitude. Puis malheureusement, j'avais pas d'habitude. J'ai pas changé mes habitudes physiques. J'ai continué à faire la même affaire, mais je mangeais beaucoup plus, effectivement. Est-ce que je t'ai déjà raconté comment l'alcool détruit le métabolisme? Non. Je t'ai jamais parlé de ça. Non. Écoute, je te raconte ça, là. Et ceux qui boivent beaucoup d'alcool là, vont peut-être paniquer. Quand tu bouffes, quand tu manges, tes protéines, lipides, glucides que tu consommes ont besoin de transporteurs pour être amenés vers les cellules, pour faire leur travail, soit de la production d'énergie, de la construction de masse musculaire. Tu as besoin de transporteurs. L'alcool
diffuse directement dans les cellules. Ça n'a pas besoin de transporteur. Ça s'en va là. Et là, ça bousille ce qui produit l'énergie dans chaque cellule, ce qu'on appelle la mitochondrie. Appelons-le Roger pour ben du monde. Là. Roger devient fou. Il est plus capable de gérer efficace. Il est plus capable de brûler des lipides. Il est de la misère à brûler des glucides. Il gère l'alcool qui est en train dans laquelle il se noie. Et là, tu stockes du gras en temps réel. OK. Juste te donner un exemple. Quand j'opérais mon laboratoire de physiologie, à l'effort maximal, je suis capable de savoir si quelqu'un est à l'effort maximal. C'est-à-dire, il y a un ratio de volume de CO2 qu'il expire sur le volume d'oxygène qu'il consomme. Et ce ratio, quand il est à 1,15, je sais que la personne est au maximum de ses capacités. Un jour, je teste quelqu'un pour un projet de recherche. Je l'installe sur le tapis roulant. Il est debout. Il ne marche pas. Okay? Et il est debout. Il ne marche pas. Il ne court pas. Son ratio est à 1,20. Là, un peu capoté, je le débranche. Il est à son maximum. Je le débranche, je recalibre mon appareil parce que je doute de mon appareil. Ouais. J'ai dit, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe là? Je recalibre mon appareil. Il est à 1,20. Encore. Fait que là, j'ai dit, écoute, t'es debout, t'es comme à l'effort maximal. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne dis pas? On est le mardi matin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Es-tu malade? Ah, c'est parce qu'il dit, j'ai été sa brosse de jeudi à dimanche. On était le mardi. Il y avait encore des... Donc, le gars, il ne faisait que carburer sur les glucides. À 1,20, il stockait du gras en temps réel. Moi, quand je dis à mes gens, si tu veux perdre du poids, mais les femmes, si tu dépasses 3 consommations par semaine, t'es fini. Les gars, pour la plupart, c'est 5 consommations. Oublie ça. OK. Toi, ce que tu conseilles, c'est 5 consommations maximum. Pour ceux qui veulent perdre du poids, là, pour un 5 consommations maximum par semaine pour un an. Ouais. Et idéalement pas en même temps. Oui, parce que si tu dis hey, je me garde mes 5 bières ou mes 5 verres de vin pour samedi soir, ben t'es prends toutes, là, t'es 4-5 jours, là, t'as le métabolisme fucké totalement. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es en train de stocker du gras en temps réel. Puis là, tu te dis, moi, mais je perds pas de poids, je fais attention de la semaine. Mais c'est parce que t'as bousillé ton métabolisme. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, ce que je trouvais fascinant, c'est de voir en temps réel comment ça se passait. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point l'alcool avait un impact dramatique sur le métabolisme. Ouais. On dope un peu notre système, puis je vais te parler de ça pour, je vais me mettre une petite note là. OK. Voilà. Il y a une étude qui est parue, je pense, dans un journal là, qui est assez respectée par les pairs, une étude qui a été regardée par les pairs et acceptée, donc ça a été diffusé. Puis on mentionnait ce que l'alcool pouvait avoir comme effet sur la douleur. Donc, un alcoolique, OK, qui est à côté de moi qui n'ai pas un alcoolique, sauf quand je suis à Cancun, je reçois un coup de marteau sur la main, je ressens une certaine douleur et je souffre. L'autre personne qui est à côté de moi, qui est alcoolique, reçoit le même coup de marteau à la même force avec le même marteau, va souffrir plus que moi. C'est particulier, ça. On s'est rendu compte que l'alcool faisait en sorte que ça fait un effet sur nos capteurs de douleur. Puis les gens qui sont alcooliques souffrent plus que la moyenne. Puis comme ils souffrent plus, admettons que c'est quelqu'un qui a des maux de dos, ben il boit, il a mal plus au dos, ben il continue de boire pour ressentir un peu moins ces effets d'avoir mal au dos. C'est comme une roue, un cercle vicieux qui tourne. Hey, tu parles de douleur. Il y a longtemps, parce que tu tombes dans mon domaine, je gérais une clinique de la douleur. Je faisais de la réadaptation. Et ce qui est fascinant, je vais te faire une différence entre deux choses sur la douleur. Tu as l'intensité de la douleur, tu as la sensation de la douleur. L'intensité de la douleur, si je te dis, Yannick, place ta main sur la table, je vais prendre une aiguille, je te pique, je l'enlève. Ça, c'est l'intensité de la douleur. Je vais dire, Yannick, tu as ressenti ça à combien sur 10? Tu vas me dire, mettons, 5 sur 10. Bon, parfait. Je te plante l'aiguille dans le bras, puis là, je t'attache le bras, puis je te dis pas combien de temps ça va durer. Là, toi, comment tu commences à prévoir, hey, ça va durer combien de temps? Il va-tu me la rentrer plus creuse dans le bras, l'aiguille? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, on rajoute la sensation de la douleur. C'est-à-dire toute l'interprétation émotionnelle, psychologique que tu fais de ce qui se passe au niveau où l'aiguille est introduite. Ce qui fait qu'en gestion de la douleur, moi, quand on faisait de l'intervention, on séparait l'intensité et la perception. Moi, je m'intéressais, quand je faisais mes analyses, à comment la personne percevait la douleur. Décris-moi ta douleur. Est-ce que c'est une douleur lancinante? Est-ce que c'est une douleur pénétrante? Est-ce que c'est un engourdissement? Est-ce que c'est comme une piqûre?
Fais-moi une analogie de ce que tu ressens. Et là, j'étais capable d'avoir une conception de comment la personne percevait la douleur. Par exemple, sur les maux de dos, l'inquiétude que les gens vont avoir, parce que c'est souvent la douleur musculo-squelettique la plus fréquente, c'est est-ce que je vais être capable de fonctionner encore dans 5 ans ou dans 10 ans? Et si, mettons, tu as toutes sortes d'évaluations et on dit, sur le plan médical, ton dos est correct. Tu as de l'usure, tu as l'arthrose normale chez un individu, mais ce qu'on voit médicalement ne justifie pas ta douleur. C'est que ton cerveau, il s'est mis à construire une sensation de la douleur qui est en lien avec les émotions, la peur, le futur, les interrogations que tu as. Hein? Ah ouais. Et quand tu arrives à aider une personne à recadrer toute cette notion-là de sensation et de perception de la douleur, tu vas avoir quelqu'un qui a une douleur à 8 sur 10 qui va la ramener à 3 sur 10. Et 3 sur 10, c'est l'intensité de la douleur. C'est ce qui ressemble vraiment. OK. C'est un monde, la douleur est un monde fascinant Ouais. parce que notre perception, notre monde mental joue un énorme rôle sur ce que l'on ressent. Ouais. Parce qu'à la base, les gens ne ressentent pas la douleur pareil. Là. Non. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui prend de l'alcool, de ce qu'on comprend, c'est que lui, quelqu'un d'alcoolique qui a cette même douleur que toi, ben lui, c'est un exposant qui est ajouté à ça. Ouais, ça, je ne connais pas le mécanisme, Ouais. mais donc tu vois que l'alcool modifie le système nerveux, qui fait que la perception est totalement modifiée de la douleur. Genre, je te ramène à mon voyage à Canada. Ben oui, parce non, que là, hey, on est en train de dériver je encore. t'en l'ai dit, j'ai pris beaucoup trop d'alcool, mais en même temps, tu sais, t'es debout de 6 h du matin jusqu'à 2-3 h du matin. Fait qu'à un moment donné, faut que tu te divertisses. En plus, on a l'alcool, Ouais. on a la bouffe, on a les boissons sucrées, puis on a la perturbation du sommeil, les meilleures composantes de devenir un beau petit gros. Ah non, il n'y a rien qui allait. Puis à mon 3e ou 4e jour, moi je dormais seul dans ma chambre, il faut que je te le dise d'avance parce que c'est important, j'ai pas fait vraiment de sport ces jours-là. Ouais, ok. J'ai mis ma jambe droite à terre, Mhm. j'ai entendu un toc. Je dis, voyons, Ok. qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, normalement on craque, là, mais on craque toujours à la même place. Là, j'ai vraiment craqué à la hauteur de la hanche. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je ne l'ai pas ressenti vraiment très fort, mais j'ai commencé à vaquer à mes occupations. Puis le soir, j'ai commencé à boiter de la jambe. Puis le lendemain, j'avais mal à la hanche. Puis le surlendemain, j'avais mal à la hanche. Puis en discutant, à mon retour, en discutant avec un de mes chums qui est médecin omnipraticien, il me dit, t'as consommé beaucoup d'alcool? Ouais, c'est une bursite. Attends un peu, là. Je me suis fait une bursite parce que j'ai. Ouais, oui. Salut. L'alcool a eu un impact sur ton corps. Puis toi, ben, c'est tombé dans ta hanche. Il y a une bursite. Ce qui sert de lubrifiant, Ouais. la pochette qui sert de lubrifiant, a été attaquée. Puis là, ben, pendant une couple de jours, tu vas être pogné. Quand je te dis que ça diffuse dans le corps partout, t'en as un autre exemple. Hey, je n'osais pas en parler à personne. Hein. Non. Parce que je déteste vieillir. T'es sérieux? Je déteste vieillir. Les gens me demandent mon âge, j'ai tout le temps, 25 ans. Mais là, je suis obligé de dire 30, ça commence à paraître que j'ai pas 25 ans. Ouais. Fait que je dis 30, tu sais, mais j'haïs vieillir. Et Puis pourquoi? là, Et pourquoi? Je le sais pas. J'aime ça vivre, moi. Puis je veux vivre longtemps, le plus longtemps possible. Puis j'essaie de faire des efforts, sauf quand je suis en voyage. Là. J'essaie de faire des efforts pour me garder en shape le plus longtemps possible et éviter les hôpitaux. Hey, veux-tu que je te donne Puis la là, recette des puis- centenaires? Puis là, j'abuse sur l'alcool. Puis là, je me fais une bursite. Ben oui. Je me dis, regarde, tabarnak, j'ai Bon. pas 125 ans. Là. Yannick, on n'est pas invincible. Ouais, je sais. Notre corps a des limites. Mais veux-tu que je te donne la recette des centenaires C'est quoi là ça? à Okinawa? Je te donne Okinawa. Il y a un scientifique aux États-Unis qui a fait une recherche sur les centenaires. Quelles Ouais. sont les variables qui te permettent de vivre longtemps? OK? Il y a l'alimentation. Donc, je te parle d'Okinawa au Japon, parce que c'est eux autres qui me reviennent à l'esprit. Eux autres vont manger, ils arrêtent de manger avant qu'ils se sentent pleins. Ils ont une discipline alimentaire. Ils vont pas à satiété. Ils vont pas à satiété, ce qui fait qu'ils mangent en fonction des besoins de leur métabolisme. Ce sont des gens à Okinawa, le mot retraite dans leur vocabulaire n'existe pas. Eux autres, c'est une fierté de travailler. Et ils te montrent l'homme de 104 ans, ok, qui est debout, qui est mince, qui n'a pas de surplus de poids, qui monte son biceps et qui a un biceps plus gros que le mien. Et lui, sa fierté, c'est d'aller pêcher tous les jours parce que c'est un pêcheur et de nourrir sa famille. Le principal déterminant de leur longévité, c'est pas le taux de cholestérol, c'est le fait qu'ils sont actifs, mais leur réseau social, pas Facebook, LinkedIn ou quoi que ce soit. Les gens qui les entourent. Je te donne un exemple. Les femmes, là-dedans, qui nous ont montré, sont des femmes qui se connaissent depuis l'âge de 3 ans, qui sont rendues à 99 ans, qui sont encore ensemble. Si une tombait malade,
les autres prenaient la relève pour l'aider à élever ses enfants. La principale variable de la longévité, c'est le réseau social. Alors, imagine de notre côté, quand tu parques les petits vieux dans un foyer de personnes âgées, qu'ils sont seuls, qu'ils regardent les murs à journée longue et qu'ils attendent que le temps passe, ça ne contribue pas à la longévité et à la santé. Et ce sont des choses simples comme ça. Et en vieillissant, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les hommes, plus particulièrement, je dirais même des femmes, n'acceptent pas que leur capacité diminue. Moi, je leur dis, si tu comprends que tes capacités diminuent, mais que tu es capable de travailler en fonction de ces capacités, tu vas développer d'autres potentiels qui vont te permettre, pas d'être aussi efficace qu'un jeune de 20 ans, c'est qui s'entraîne, mais de maintenir une shape exceptionnelle. Et tu vas te rendre compte que tu n'as plus besoin d'être performant là, pour vivre longtemps. On parle de longévité, on ne parle plus de performance. Fait que si j'enlève dans ton esprit la notion de performance, et je te dis, hey Yannick, on va commencer à travailler sur une vision à long terme de la santé, tu enlèves la pression sociale d'être performant, tu vas te mettre dans un monde qui est totalement différent, où tu vas être capable d'animer de la radio jusqu'à 95 ans si ça te tente. Non, ils ne voudront pas de moi. Je commence déjà à être fatigué. mais tu comprends que tes limites sont pas... Ouais. Les limites que tu vois de ton vieillissement sont en fonction que tu te regardes quand tu étais jeune. Mais ces limites-là, si tu te vois en fonction de ce que tu es capable d'accomplir pour un homme de ton âge, fais en sorte que la réalité, c'est que tu n'en as pas. Et il y a quelque chose que tu développes avec l'âge que les jeunes n'ont pas, la patience, la sagesse, l'efficacité. Ce qui fait que tu vas compenser avec d'autres éléments, parce que nous autres, en vieillissant, à un moment donné, tu fais attention, tu dis « Hey, j'ai plus la capacité physique d'agir comme j'agissais avant, il faut que je développe d'autres outils. » Et tu n'as pas le choix de te tourner vers les autres outils. Mais si tu t'acharnes à te dire « Hey, je vais être aussi bon que le jeune de 20 ans, je vais lui prouver que je suis aussi capable que lui », et tu vas te scraper. Il faut que ton paradigme, ta perspective sur le vieillissement change. Denis Boucher, tu m'allumes sur des affaires. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un billet, parce que je surveille ça régulièrement, mais je regarde des individus qui prennent leur retraite, qui ont toujours été en santé, ouais. Puis du jour au lendemain, en bas de sa retraite, pouf, 6 mois, ils sont annoncés un cancer, pouf, 6 mois, leur shape se désagrège. Est-ce que la retraite maintenant, encore à 65 ans, c'est encore trop jeune? Trop jeune. Ouais. Trop jeune. Hey, tu parles une bonne. Tu parles de ça, c'est pas une statistique de moi. À un moment donné, je suis engagé par une compagnie pharmaceutique pour aller donner des formations en physiologie à des radio-oncologues à travers la province de Québec. Fait que je me promène. Puis là-dedans, il y a des chirurgiens, de toutes sortes de gens hyper spécialisés. Puis la personne qui m'engage, la compagnie pharmaceutique, elle dit Denis, savais-tu que les chirurgiens qui sont là vont prendre leur retraite à 72 ans et qu'en moyenne, ils vont mourir à 75 ans? 3 ans profiter de ta retraite. C'est une statistique. Bon, c'est lui qui me l'a donné, je ne suis pas allé la vérifier. Mais tu comprends que la retraite, au moment. Le corps, c'est, excuse l'anglicisme, use it or lose it. Utilise-le ou perds-le. Physiquement et mentalement. Au moment où tu arrêtes, où ton cerveau n'a plus autant de stimulation, tu vas perdre tes connexions neuronales. Tu vas perdre ce qu'on appelle ta capacité cognitive. Ça va shrinker. Ton corps, couche-toi pendant 21 jours, tu vas fondre dans la masse musculaire, ça va être épouvantable. Les astronautes dans l'espace, c'est ça le gros problème. Il n'y a plus de gravité, ils fondent dans la masse musculaire, et ils développent plein d'autres problèmes, comme des problèmes oculaires. C'est pas naturel. Alors ton corps et ton cerveau, c'est si tu prends une retraite, assure-toi de maintenir une activité physique et mentale si tu veux vivre vieux. Au moment où tu dis ma retraite, c'est de m'asseoir mon cul, à rien faire, à regarder la TV, ta condamnation de mort vient d'arriver. OK. Intéressant. Et tu me fais penser à plein d'affaires. Tu sais, moi, pendant la pandémie, fut un temps où ils m'ont dit, Yann, à Radio Tueur, pendant la pandémie, il n'y a pas d'argent qui rentre dans l'entreprise, on va essayer de couper ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Allez-vous me rappeler? Oui, tu vas être le premier à être rappelé. Finalement, ils ont réalisé leur promesse, c'est tout le contraire de la CAQ, là. Ils m'ont appelé, j'étais le premier à être appelé. Fait que je me suis dit, hey, j'ai 2-3 mois à faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Fait que j'ai été je suis devenu brancardier dans les hôpitaux, puis je suis devenu agent de sécurité pour le groupe Château Bellevue à Québec, où eux autres sont plus en Beauce, là, le bureau chef, là, mais il y en a un peu partout au Québec, des Châteaux Bellevue. Puis j'ai rencontré des gens là tout à fait formidables, des aînés qui ont entre 65 puis 150 ans, là, de manière de parler.
Et dans ces mois-là, Denis, là, parce que là, eux autres étaient en lockdown. Okay. Moi, je pouvais sortir et rentrer de la bâtisse, mais eux autres devaient rester dans cette bâtisse-là. Les jeux de cartes, il n'y en avait pas. La salle d'accueil était fermée. Salle d'entraînement fermée. La piscine était fermée. Toutes les activités sociales, le bingo, les cartes, il n'y en avait pas. C'était fini, c'était terminé. Cafétéria, non. On ferme la cafétéria aussi. On s'en va porter votre lunch directement à la chambre, puis vous restez dans votre chambre. J'ai vu en quelques mois, je te dirais 2 mois, 3 mois, j'ai vu ces gens-là qui m'accueillaient au départ, qui étaient heureux, qui étaient capables de discuter, de faire des phrases qui étaient compréhensibles, là, à des gens qui étaient rendus de véritables locumens. Absolument. Puis, tu sais quoi, moi, j'ai pas tes connaissances, Denis, là, mais je me suis dit, attends pas, c'est peut-être juste qu'ils sont en dépression, mais c'était pas ça. Non. C'est que leur habileté cognitive avait disparu. Oui. Mais regarde, faisons un wrap-up là, de ce qu'on a parlé jusqu'au début. Réseau social, utilise-le ou perds-le. Tu isoles des gens âgés qui perdent leur réseau social, donc ils vont perdre inévitablement leur capacité cognitive parce qu'ils n'ont plus de stimulation. Ils sont capables de moins bouger, ils vont perdre leur masse musculaire, ils vont perdre la condition physique, ils vont perdre leur capacité cognitive, et tu te ramasses en quelques mois des gens qui étaient fonctionnels à totalement dysfonctionnels. Claquement de doigts comme ça. Et c'est pas pour critiquer le gouvernement de ce qu'ils ont fait quand ils ont tout fermé pendant la pandémie, mais je ne sais pas si un jour on va se rendre compte que les dommages d'avoir enfermé tout le monde sont pas plus grands que les vies qu'on a sauvées. Comprends-tu? Ouais. Je me souviens d'avoir entendu le premier ministre, c'est sûr que c'est dur sur le moral. Non, c'est dur pour le physique des aînés, c'est dur pour leurs habiletés cognitives. Ça va au-delà de ça, puis je sais pas s'ils s'en sont rendus compte honnêtement, mais on ne peut pas prendre ces gens-là, les enfermer dans un endroit, puis leur dire, regardez, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, on s'en fout, vous restez là, vous bougez pas, parce que sinon vous avez des chances de mourir. Non, ils meurent. Ils se laissent mourir. Ils se laissent mourir. Il y a des gens qui s'en sortent mieux, parce que je discutais souvent avec une de mes collègues qui est neuropsychologue, et le terme, c'est d'avoir des réserves cognitives. Exemple, quelqu'un qui est très intelligent a de plus grandes réserves cognitives. Il a des plus grandes capacités de réflexion. Quelqu'un qui est moins intelligent, le quotient intellectuel est plus bas, il a moins de réserves cognitives. Tu vas voir plus rapidement chez les gens avec moins de réserves cognitives une dégradation de leur capacité. Il y a des gens qui vont donc, avec les plus grandes réserves cognitives, vont mieux résister à ces intempéries-là. Mais comment les gens ont été détruits par ça, cet isolement-là. Ça revient-tu, ça? On est-tu capable, une fois oui. La pandémie, on est-tu capable on ressort, on recommence à jaser avec les gens, on recommence à marcher? Si on est capable de réactiver les gens, le cerveau est quelque chose de plastique. Quand on parle, on va y aller en temps réel. D'élastique, tu veux dire? Plastique. Plastique. Oui, il y a une plasticité dans le cerveau, une neuroplasticité. C'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter, de créer des connexions en temps réel. Exemple, on vient de se parler. Je t'ai parlé de douleur tantôt. Tu es en train d'apprendre des choses que tu vas être capable, quand on va se revoir, de me répéter. Pourquoi? C'est parce que ton cerveau, en temps réel, pour mettre ça en mémoire, il a créé des diverses connexions entre différents neurones. Ça, c'est de la neuroplasticité. Okay. Moi, j'ai fait de la réadaptation avec des gens qui ont eu des AVC, qu'on a dit tu ne marcheras jamais. Et en travaillant sur ces notions qu'on connaît maintenant de neuroplasticité, on été capable de marcher de nouveau. Non, mais ça prend une volonté d'en faire. Il faut vraiment que tu sois là. Et si tu arrives à un niveau que la personne a perdu ses capacités, a perdu sa volonté et elle ne veut plus, ça se peut qu'il ne se passe absolument rien. Ça se peut que ça s'arrête là pour elle. Doc Boucher, tu aimes ça parler aux petits gros. Tu les aimes beaucoup, les petits gros. Les gens qui nous écoutent, on a leur voiture. Ils ont dit petits gros. Ben oui, mais toi, c'est comme ça que tu es connu. Docteur Denis Boucher, qui est un médecin, un docteur en médecine expérimentale. Oui, pour dire aux gens, je ne fais pas de pratique médicale. Voilà. Ce qui est bien important, je suis un gars formé en recherche scientifique. Mon intérêt, ça a été l'exercice, le métabolisme. Mais là, toi, tu t'occupes des petits gros, tu as des groupes de petits gros qui veulent régulariser leur poids. Ouais. Tu pars combien de cohortes par année? J'en pars une aux 5 semaines. Je prends une 20aine de personnes maximum par cohorte. Ouais. Parce qu'il faut que je fasse du suivi. Mes journées sont passées à répondre à mes clients, faire des suivis quand ils ont des besoins, bonifier le programme de perte de poids, parce que tout se passe en ligne pour nous. Fait que tout est structuré en ligne, étape par étape, avec des tests qu'ils ont à faire, où moi je vais monter les plans personnalisés.
Et comme je suis un gars de micro-entreprise, je suis seul dans mon entreprise, il faut que j'aille du temps pour répondre à mes clients. Donc, c'est la structure de mon entreprise. Comment tu fais pour t'assurer du sérieux de la démarche de l'individu qui se présente et qui embarque dans un de tes programmes? Quand ils vont sur mon site Internet, quand ils vont m'entendre, la plupart se sauvent en courant. Oui. Tu comprends que j'ai une petite niche, là, j'ai une petite niche de clientèle, parce que je suis très direct. Ouais. Puis moi, je dis aux clients, écoute, si tu n'es pas prêt à changer de style de vie, si ton objectif n'est pas d'atteindre un poids santé et de le maintenir pour le reste de ta vie, si toi, c'est de maigrir le plus vite possible pour revenir à tes vieilles habitudes de vie et reprendre tout le poids perdu même davantage, viens pas me voir, tu vas me faire chier. Je ne veux pas t'avoir comme client. Fait que quand tu arrives sur mon site, il y a une vidéo de 40 minutes qui explique le programme au complet. Et je dis aux gens, avant de t'inscrire, je veux que personne s'inscrive sur le coup de l'émotion. Tu y penses. Même là, il y a des gens qui s'inscrivent. Je sais très bien qu'ils ne font pas le programme. Parce que dans les formations, je le vois, là, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut. Ils ne les font pas. Les gens n'ont pas idée. Moi, j'ai créé le programme de perte de poids le plus chiant sur la planète. Parce que je mets la responsabilité sur ton dos. Ouais. Je t'explique comment fonctionne ton métabolisme. Je t'explique la psychologie de la perte de poids, les comportements en lien avec la perte de poids, comment t'entraîner. Mais la job, c'est toi que tu dois la faire. Tu dois te libérer du temps. Et je dis aux gens, si ta santé n'est pas dans tes 3 premières valeurs, tu n'accorderas jamais de temps suffisamment longtemps à ta santé pour réussir. L'autre problème, c'est que les gens sont prompts à la panique. Aussitôt qu'il y a une difficulté, ils pensent à l'échec. Ils sont en train d'échouer dans leur tête. Mais moi, je leur dis, les difficultés, c'est la vie normale. Un plateau en perte de poids, c'est normal. Mais il y a des gens qui ont la panique facile et qui n'arrivent pas à se contrôler. Fait que dans mon programme, il y a comme 3 composantes. S'engager envers soi-même, qui est, je veux changer d'habitude de vie, je sais que ça va être pour tout le temps. 2, comprendre le fonctionnement de ton métabolisme. 3, le contrôle de soi. C'est-à-dire, face à des difficultés, des tentations, du stress, tu développes les outils pour garder le plan. Oui, puis parfois, il y a des surprises parmi les gens qui adhèrent sur ton site. C'est denisboucher.com. denisboucher.com. Puis les gens, ils se rendent compte que parfois, ils doivent manger plus. Ben oui! Puis là, t'as peu, moi, je veux maigrir, mais Doc, tu me dis de manger plus, ça marche pas. Peux-tu l'expliquer aux auditeurs? C'est quoi tes techniques en général? Oui, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a une zone où le métabolisme réagit. La zone centrale, où je vais venir plus précis là-dessus après, là, il y a une zone de consommation de calories, protéines, lipides, glucides, où on sait que le corps va libérer des lipides pour être brûlé et donc maigrir. Il y a une zone en bas de ça de privation, où on sait que le corps va faire en sorte que j'ai trop peu de calories, je vais ralentir le métabolisme et je vais stocker du gras. Donc, je te donne un exemple. Quelqu'un qui doit consommer 1500 calories, qui en consomme 1200, les premières semaines, il va perdre du poids. Puis après, il va rencontrer un plateau. Puis après, il va essayer de manger moins. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de 1500 calories, tu en consommes 1200, ben tu as juste 1200 calories d'énergie. Fait que ton corps va ralentir vers 1200 calories. Et comme tu es en privation, il va stocker plus de gras. Et là, toi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu dis, je vais baisser à 800 calories. Puis ton métabolisme va essayer de te suivre tout le long. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu ne sois plus capable, tu te remettes à manger, et là, tu vas gonfler comme une montgolfière. Fait que tu as cette zone-là de privation qui est dangereuse. Tu as la zone centrale où je vais te fournir l'apport en calories, protéines, lipides, glucides en fonction des besoins de ton métabolisme, avec un petit déficit calorique qui va venir de l'exercice que je vais te faire, mais qui ne sera jamais de l'exercice de haute intensité et trop souvent. Parce que je vais l'avoir évalué ta capacité physique. Et en fonction de ta capacité physique, je peux te dire, Yannick, tu vas me faire 2 cardio par semaine de 30 minutes avec 2 musculaires de 30 minutes. On va être bien correct. Et tu as l'autre zone qui est la zone d'extrême, où tu n'as pas d'équilibre, tu manges trop, tu n'as pas d'équilibre entre ton apport en calories, protéines, lipides, glucides en fonction des besoins de ton métabolisme, et tu fais rien que stocker du gras. Ou tu fais des niaiseries, tu te prives la semaine, tu te bourres la fin de semaine, où là, ton métabolisme est totalement instable tout le temps, et ne trouvant pas d'équilibre, ben, tu fais juste engraisser. Mais tu comprends que cette notion d'équilibre-là, il faut que tu veuilles penser à long terme. Il faut que tu dises, hey, la courte zone, la petite zone dans laquelle je vais faire du poids, qui va me permettre d'atteindre mon poids santé, ça veut dire qu'il faut que je maintienne ça toute ma vie. Tous les gens espèrent revenir à boire 10 bouteilles de bière, 10 bières par semaine. Tu comprends, je caricature.
Mais les gens aimeraient perdre du poids en maintenant leurs habitudes de vie actuelles. Mais le poids que tu as, c'est la conséquence de tes comportements. Donc, la faible zone où tu perds du poids, on détermine les comportements qui t'amènent là. Mais après, si tu veux que ce soit durable, tu maintiens ça toute ta vie. Ouais, ça vient de toi. Là. Parce qu'on appelle ça des comportements d'adoption. Tu le fais, ça fonctionne. Tu le fais pas, tu reviens en arrière. Okay. C'est quoi le pourcentage des enfants qui naissent et on se dit cet enfant-là va être gros parce que c'est dans son ADN? Hey, moi, okay, hey, là, tu tombes tellement. Hey, là, tu me fais éclater, c'est un sujet incroyable. C'est un hasard. C'est un hasard. Pas du tout, pas du tout. Écoute, la génétique joue un rôle, mais ce n'est pas le principal déterminant de l'obésité chez les gens. Je vais inviter les gens sur mon site internet, dans mon podcast. J'ai interviewé justement une cliente récemment qui s'appelle Andréane Brown. Vous irez voir l'entrevue avec Andréane Brown, qui, elle, très jeune, était déjà grosse. Avait des problèmes avec son poids. Et ce que le monde lui disait dans son entourage, c'est « mange moins, coupe ta bouffe ». Fait que déjà très jeune, on la culpabilisait de son poids en lui disant « tu manges trop ». Mais la réalité, c'est qu'il y a des enfants avec un métabolisme exceptionnel, que la réaction ne devrait pas être « mange moins ». Ça va être « on va essayer de comprendre ton métabolisme, on va te faire manger plus ». Parce que ton métabolisme, en fonction de ton âge, ton ossature, ta masse musculaire, est plus efficace qu'un autre. Donc, il y a des parents qui rendent leurs enfants obèses par leurs croyances stupides. Et il y en a plein. J'en ai vu plein. Alors, à tous les parents qui disent à leurs enfants qu'ils doivent se priver pour maigrir, vous êtes tous des cons. Vous êtes dangereux pour vos enfants. Alors qu'ils ne veulent pas l'être. Alors, c'est ça. Donc, je te donne puis appelez-moi pas pour les enfants, j'en fais rarement. OK? J'ai une cliente que je me rappelle que j'ai pris récemment parce que je connaissais sa mère. Elle avait 17 ans quand elle a commencé. Elle a perdu 37 livres. Elle a fait le programme à la lettre. Okay? Mais c'est rare que j'en prenne parce que c'est extrêmement difficile d'adopter des comportements stables pour des enfants, surtout si tu as des gens cons alentour qui vont toujours t'émettre des commentaires qui viennent de croyances qui n'ont pas de sens. Donc, tu n'as pas de support, c'est que tu fais juste taper sur la tête d'un enfant. Puis l'enfant, lui, il ne sait pas comment gérer ça. Et tu penses que tu fais bien, alors qu'en réalité, tu es juste un incompétent avec de bonnes intentions. Et tes intentions détruisent l'enfant. Maintenant, je continue là-dessus. Cette semaine, j'ai fait un podcast sur l'obésité infantile. Quel est le principal déterminant de l'obésité chez les enfants? Je dirais peut-être la malbouffe. L'obésité parentale. Oh! Tu vas avant. Tu vas avant. Tu as un parent obèse dans la famille. Ton enfant, tes enfants ont toutes les chances de devenir obèses. À l'âge de 3 ans. Attends un peu, je vais juste essayer de l'imager, OK? Oui. Ta mère est obèse, elle te met au monde, puis elle t'élève pendant 15 ans, tu as de fortes chances d'être obèse aussi. Ta mère, elle te met au monde, tu es obèse, cet enfant-là, il se fait adopter par une autre famille, cet enfant-là, il va-tu l'être? Pas nécessairement. Parce qu'il développe des nouvelles habitudes. Un peu, l'ADN de la mère. Non, c'est pas une question d'ADN. Ben voyons donc. OK, non. Ah, mais il y en a qui disent ça. Non. Non, mais t'es pas, là, nous autres, on a tout le temps été un peu de même dans notre famille, là. OK. Qu'est-ce qui se passe entre... Oui. OK. On est tous de même dans notre famille, là. Qu'est-ce que vont mimer les enfants? La même chose que les parents. La même chose que les parents. Ils vont mimer leur comportement. Alors, si la mère se bourre de bonbons, de friandises, c'est du junk à tous les jours, elle nourrira pas ses enfants adéquatement. Il n'y aura pas de qualité alimentaire et d'équilibre alimentaire. Donc, c'est le principal déterminant à long terme et qui est en lien beaucoup. Oui, il peut y avoir de la génétique, mais tu sais, des maladies génétiques qui amènent l'obésité, c'est pas tranché au couteau. Là. Il y a un gros impact des comportements. À quel point ça va de même? Avant l'âge de 3 ans, c'est pas le poids de l'enfant qui détermine s'il va être obèse plus tard. C'est l'obésité parentale. Si le parent est obèse. Donc, tu vois que tu commences à séparer la notion de génétique. Là. Okay? 60% des adolescents qui sont obèses, maintenant, vont le rester à l'âge adulte. 60% vont le rester à l'âge adulte. C'est dramatique ce qui se passe au niveau de l'obésité. Restons dans les stats. En 1975,
tu avais 2% d'enfants obèses. Aujourd'hui, tu en as 7 à 8. Surplus de poids et obésité, on était à 4% en 1975, on est à 17-18% aujourd'hui. Ça continue de monter. Ça continue de monter. C'est en raison de la malbouffe ou c'est en raison du fait Ah, que les gens n'ont pas eu moyen de manger adéquatement? OK, c'est multifactoriel, tu as le doigt dessus. Ouais. Gardons un peu de génétique là-dedans. Les comportements alimentaires, la qualité alimentaire, le statut socio-économique va jouer un rôle majeur là-dedans, les comportements des parents. On est de plus en plus confortable à la maison. Gratification instantanée. Ça, c'est l'autre aspect, là. Regarde les comportements des gens, et je me fais blaster parce que je pointe toujours, moi je dis au monde, je mets votre nez dans votre caca. Moi, ma job, c'est de vous montrer les comportements ahurissants que vous employez pour devenir gros. Et les gens, c'est la gratification instantanée. Un enfant, aujourd'hui, c'est plus facile de s'asseoir devant leur jeu vidéo que d'aller faire de l'exercice. Le parent, c'est plus facile pour lui de dire « je vais laisser mon enfant jouer aux vidéos, parce que je n'aurai pas à sortir dehors avec pour jouer avec. » C'est ça, je vais pouvoir faire mon ménage tranquille. Monsieur, madame, une petite émotion négative, il se tourne dans la bouffe. Monsieur, madame a besoin de joie, il se tourne vers la bouffe. Quelle est la seule chose qu'on ne t'a pas enseignée à l'école qui était la plus importante quand tu étais jeune? Gérer tes émotions. C'est vrai. Jamais on t'a montré ça. Gérer tes pensées, tes émotions. Et donc, tout au long de notre vie, ce qu'on développe, c'est des comportements pas très efficaces pour gérer nos pensées, nos émotions. On fait du mieux qu'on peut. Et tout ça nous amène à l'âge adulte où on lutte contre de vieux apprentissages défaillants parce que personne ne nous a montré à bien faire les choses. Et quand on est adulte, on amène nos enfants à répéter les mêmes croyances, les mêmes comportements, les mêmes connaissances que nous. Puis on fait souvent à nos enfants ce que nos parents ont fait avec nous. Ouais. Mais la vie a changé. Là. Tu veux magasiner plutôt que d'aller, je vais les nommer, là, Ouais. c'est plutôt que d'aller aux Galeries de la Capitale, puis faire les 3 étages, puis marcher toute la journée en magasinant. Là, tu es chez vous, en train de prendre un petit verre de vin, puis tu es sur Amazon. Oui. Au restaurant, bon, regarde, on est bien ici, il y a le divan, il y a la télé, il y a Netflix, on pourrait se caler du restaurant. Fait que tu n'as plus besoin de te lever, sur ton siège, embarquer dans ta voiture, Exactement. marcher dans le stationnement, marcher dans le restaurant, t'as levé une couple de fois vers l'autre toilette. On n'a plus besoin de forcer. Là. Non. T'as plus besoin de forcer. On dirait que tout est fait comme ça. À l'Université Laval, maintenant, là, le nombre d'étudiants qui rêveraient de retourner à l'université, mais c'est des cours à distance. Ben oui. C'est des cours à distance. Ils restent chez eux à la journée longue. Puis, pendant la pandémie, là, il y avait des cours qui se donnaient pareil, mais les gens, ils se croisaient pas. Puis, ils faisaient des cours, puis ils restaient chez eux, puis ils mangeaient. Puis, ils faisaient pas d'exercice. Ça a été dramatique. Mais tu as raison, il faut se donner comme objectif de bouger un peu chaque jour. Oui. Notre biologie remonte à ce qu'on était il y a à peu près 200 000 ans quand les premiers Homo sapiens sont arrivés sur la planète. Okay. C'est presque pareil. La société, dans les 100 dernières années, a changé à un point tel que notre corps n'est pas capable de s'adapter à ces changements. Et le seul moyen de résister à ces changements, c'est-à-dire le fait d'être assis à la journée longue, d'être devant un ordinateur, c'est de faire le choix soi-même de gérer sa bouffe, de gérer l'activité physique qu'on fait et de prendre la décision de se prendre en main. Mais c'est tellement plus facile de rien faire. Mais, donc, la société moderne va à l'encontre de notre biologie. C'est extrêmement difficile. Et il y a des gens qui me demandent, Denis, c'est quoi la solution pour gérer tout ça? Moi, je pense qu'on devrait faire de la promotion de la santé, on devrait faire ci. Toutes les recherches scientifiques démontrent. Peu importe l'argent que tu vas mettre dans la promotion de santé, pour aider les gens, parler de la modification de comportement, ça donne zéro. Je te verrais, toi, comme conseiller publicitaire au gouvernement. Moi, sais-tu ce que j'ai dit? J'ai dit, moi, là, quand le gouvernement va libérer de l'argent pour faire la promotion de la santé, moi, je ne veux pas proposer un programme. Je veux être celui qui évalue les programmes. Et je te jure que 99,9% vont être rejetés. Parce qu'ils ne répondront à aucun critère scientifique valable. Ça va être des gens avec de bonnes intentions, qui sont convaincus qu'ils vont changer la population. Mais quand tu regardes toute la littérature scientifique, c'est la panique. Chez les enfants, on est rendu à parler de traitement par médication et de chirurgie bariatrique. Ben non. Pour un enfant? Pour un enfant? Il coupait l'estomac? Oui, monsieur. Ou le ring, le
réduire l'estomac, Ouais. avec le sarceau. Excusez-moi, le terme n'est pas bon, là. Il ne me vient pas à l'esprit, mais c'est ça. Je pensais que la chirurgie bariatrique, là, ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'au départ, ça ressemble à un genre de ballon de football, l'estomac. Là. Ouais. La chirurgie bariatrique, c'est de couper de haut jusqu'en bas. Donc, ça a l'air finalement d'une banane. Oui, c'est ça. Ça, c'est la chirurgie bariatrique. Oui. Puis là, tu me dis, il y a un anneau maintenant. Oui, bien, il y en a. Moi, ça fait longtemps que je n'ai entendu parler, mais je suis pas assez familier avec toutes les chirurgies. Là, peut-être un chirurgien qui pourra nous renseigner mieux. Mais tu as un anneau que tu peux mettre alentour de l'estomac. Un genre de cock ring de l'estomac. Le cock ring. Donc, ça fait qu'on en est là. Ouais. Mais la problématique, c'est encore, oui, c'est extrêmement efficace, la chirurgie bariatrique, pour perdre du poids rapidement. Mais est-ce que c'est viable à long terme? On peut pas travailler sur une population. Là. Tu ne peux pas enchaîner 1 million de chirurgies bariatriques par année. Là. Non, j'ai reçu un chirurgien bariatrique à l'émission, puis j'ai demandé le pourcentage de réussite là, de ceux qui obtiennent cette chirurgie-là, puis il ne voulait pas me le dire. Non. Parce qu'il dit ça se peut que tu sois déçu quand je vais te le dire. Oui. Donc les gens, ils vont à l'hôpital parce qu'ils disent, regarde, je suis sur le point de mourir, aidez-moi. Là, ils disent, ben, faut que tu maigrisses un peu, faut que tu fasses ci, ça, puis là, tu vas avoir ta chirurgie. Ils réussissent à avoir leur chirurgie. Première affaire qu'ils disent en sortant, c'est tabarouette, j'ai plus faim, je mange, j'ai plus faim. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont tous réétiré ça, puis ils recommencent à prendre du poids. Oui, carrément. C'est un organe qui s'étire, tu vas travailler. Ouais. C'est ça. Mais tu ne veux pas opérer ça indéfiniment. Non. Denis, la relation malsaine que les individus peuvent avoir avec la nourriture, parfois je peux ressentir cet effet-là de la nourriture, c'est l'effet apaisant. Oui. Tu sais, quand tu es dans une situation de stress, tu arrives chez vous, tu prends une petite bière, tu manges des chips, tu manges des gâteaux, des cochonneries au travers, puis là tu es comme sur le divan, tu es là, ah, je suis bien, je suis bien. C'est ça que les gens essaient de retrouver dans les sensations. Je ne sais pas si les expressions sont encore bonnes aujourd'hui, parce que moi j'ai appris ça il y a longtemps. Dans notre cerveau, il y a 2 faisceaux. Le faisceau de la punition et le faisceau de la récompense. Le faisceau de la punition, tu veux éviter les problèmes. Tu veux éviter la douleur. Le faisceau de la récompense, tu as besoin de stimulation, d'être bien, d'être heureux, puis quelque chose qui t'apporte du bonheur rapidement. Tu as une émotion négative, tu ne la veux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre de la bouffe parce que ça va t'apaiser. Tu es heureux, tu vas amplifier le bonheur. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger parce que ça va surstimuler ton faisceau de la récompense. Et si toi, on ne t'a pas enseigné à gérer cette dimension-là, à apporter une réflexion sur ta manière de te comporter par rapport à la nourriture, tu vas succomber soit au faisceau de la punition, soit au faisceau de la récompense. Par une gratification instantanée ou par une solution temporaire à un problème qui revient fréquemment. Boire beaucoup d'eau pendant les repas, ça peut t'aider? Non, parce que tu compenses un problème par un autre. C'est que tu te bourres l'estomac dans l'espoir de ne pas manger. Mais le but n'est pas de ne pas manger. Le but est de manger suffisamment pour te sentir rassasié et que ton métabolisme dise « Wow, tu m'as si bien nourri aujourd'hui, je vais brûler du gras. » On n'est pas dans le même niveau de réflexion. Fait que les gens, c'est eux autres qui attaquent la perte de poids par le négatif, tandis que moi, je veux toujours l'attaquer par le positif. Qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ton métabolisme a besoin pour qu'il réponde efficacement? Que tu arrêtes de le placer dans une situation de stress physiologique qui fait qu'il engraisse. Si j'enlève le stress physiologique, à ce moment-là, lui, il va réagir. Il va perdre du gras. Et c'est tout ce que mes clients me disent. Denis, j'ai souffert pendant des années. Essayez toutes les diètes possibles. Faire l'exercice 10-15 heures par semaine, 2 heures par jour, ça ne fonctionnait pas. J'arrive, je fais 2 heures d'exercice par semaine avec toi. Je mange plus, je perds du poids, je me soucie plus de rien. Je laisse mon corps faire son travail. Il dit, je comprends pas, mais je suis content que ça se passe de même. Tu comprends que la dimension est totalement différente. Parce que tout le monde a des conceptions, des croyances qui remontent à 1940. En 1940, quand on a sorti les premiers stimulateurs électriques, les madames pensaient que tu te mettais des électrodes sur la bedaine et que tu allais maigrir. Ou tu embarquais dans un appareil avec un anneau, une bande c'est faux-foine, tu te faisais brasser les faux-foine, et tout le monde pensait que tu allais maigrir. Hey, écoute, là, moi je vais te faire rentrer dans ma vie personnelle, là, mais je me rappelle pas, je pense que c'était au début des années 2000, là, ils vendaient une affaire, c'était-tu sur LCN, je sais pas, mais c'était dans une publicité, là. C'était une affaire pour te faire des abdos. Ben oui. C'était électrique. Ben oui. Attends un peu, puis là, t'avais plusieurs modes, là, jusqu'à 5, là. Puis quand je m'assoyais sur le divan, c'était un divan qui était très confortable puis qui tu pouvais le renfoncer pas mal.
Ben là, ça changeait le mode, puis ça montait ça à 5. Écoute, la panique générale, j'avais l'impression de me faire défoncer devant. Ça n'a jamais marché. Ben non, ça marche pas. C'est pourquoi j'étais attiré par ça? Ouais. Parce que j'avais rien à faire, c'était facile. Ben oui. Ouais, je me suis fait souffrir, ça n'a jamais marché, j'ai jamais eu d'abdominaux. J'ai pas maigri. Là. Puis ce que les gens ne comprennent pas, ce qui est fascinant là-dedans, c'est pourquoi ça ne peut pas marcher, c'est que les gens ne comprennent pas la physiologie musculaire. Ce qui permet à un muscle de s'adapter, s'adapter veut dire prendre du volume musculaire ou devenir plus efficace en endurance, c'est la stimulation mécanique que tu vas y apporter. Ça y prend un poids, ça y prend une charge. Fait que l'électricité n'avait rien à voir. L'électricité n'avait rien à voir, c'est un déclenchement artificiel d'une contraction musculaire et il y a une étape qui manque. Et cette étape est la plus importante pour favoriser l'adaptation. Okay. Mais ils ont commercialisé ça pareil, les salariés. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a du monde qui croit. Il y a plein d'incompétents avec de bonnes intentions sur la planète. Là. Ils nous avaient pas mis une image de Bruce Lee avec... Ben, Bruce Lee faisait ça! Ouais. Bruce Lee croyait à ça dur comme fer. Les pectoraux, les abdominaux. Oui. Ça ne l'a pas empêché de mourir à 33 ans. Ouais. Mais c'est ça, c'est toutes ces croyances. Mais c'est parce que, comme Bruce Lee, c'était quelqu'un de spectaculaire, mais un ignorant dans le domaine. C'était un très bon karatéka. Je ne me serais pas battu avec, mais ses connaissances étaient très limitées parce qu'il remonte à une époque de 1970 où on n'a pas les connaissances qu'on a aujourd'hui sur la physiologie. Tu sais, je vais te donner un autre exemple. Tu as déjà entendu parler d'acide lactique. Quand tu t'entraînes à trop haute intensité, tes muscles brûlent. Ouais. Tu produis de l'acide lactique. Mais dans le temps, moi, quand j'ai commencé mes études, on parlait de ça d'un déchet métabolique. Jusqu'à temps que j'ai eu une conférence en biologie moléculaire sur l'exercice et qu'il y a un gars qui s'appelle George Brooks qui dit non, c'est pas un déchet métabolique. C'est une source d'énergie. Voici comment le corps utilise l'acide lactique en production d'énergie. Faut être motivé en tabarouette, là, mais une fois que tu as décidé de changer, ben tu dois changer. Parce que si tu souhaites avoir un corps différent, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais. Puis, t'as-tu déjà écouté la conférence de Georges Saint-Pierre? T'as-tu déjà rencontré? Non, j'ai jamais rencontré Georges. Il m'a parlé d'Arnold Schwarzenegger. Moi, Arnold Schwarzenegger, là, c'est le gars musclé qui faisait des films à Hollywood. Ouais. Puis, j'écoutais ses films, puis il me faisait triper. Mais Georges Saint-Pierre disait qu'Arnold Schwarzenegger, c'était son héros. C'était son idole. Genre, t'es pas mal plus hot qu'Arnold Schwarzenegger. Mais non, j'ai compris pourquoi son idole, c'était Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger était dans le monde des affaires quand il est arrivé aux États-Unis. Il n'y avait pas de maudite scène dans ses poches, puis il a commencé à vendre des maisons. Il était courtier, il vendait des affaires, puis finalement, il a réussi à être un des meilleurs de son domaine, puis il avait énormément d'argent, il est devenu multimillionnaire très rapidement. Après ça, il s'est dit, j'aimerais ça, moi, faire des compétitions pour devenir Monsieur Univers. Ouais. Ben, il a fait des compétitions et il est devenu Monsieur Univers. Après ça, il s'est dit, tiens, le cinéma m'intéresse, peut-être que je pourrais être acteur. Il est devenu un des acteurs les plus payés d'Hollywood. Puis une fois que tout ça a été fini, il s'est dit, je veux devenir gouverneur. La politique, moi, ça m'intéresse. Il est devenu gouverneur de la Californie. Je me suis dit, ben, tabarouette. T'as-tu vu son reportage? Non, mais t'as peu, là. Dans les 4 disciplines qu'il a eues dans sa vie, il est allé au top des 4. As-tu vu le reportage sur Netflix que sur lui? Non, pas du tout. 400. Il va voir ça. Va voir ça. À un moment donné, il est en train de faire... Il explique pourquoi il est devenu Monsieur Univers. Il dit, moi, c'est la symétrie qui compte. Je te l'explique dans mes mots à moi. Il dit, si j'augmente la grosseur de mon biceps, j'augmenterai pas juste la grosseur de mon biceps droit, j'augmenterai pas juste la grosseur de mon biceps gauche. Il va falloir que j'augmente le volume de mes épaules, mes grands dorsaux. Il va falloir que je reste symétrique. Ouais. Alors lui, il travaillait tout le temps. À un moment donné, il est en train de faire des redressements assis. Il demande qu'est-ce que tu fais. Il dit, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire mon prochain 10 000 $. Écoute, c'était une machine de guerre, mais tu l'écoutes, tu sais que c'est un gars pas trop stable. Ah non? Tu sais que pour gagner, il est prêt à n'importe quoi. OK. C'est vraiment impressionnant. Ah ouais, je vois. Oui. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que moi, c'est Georges Saint-Pierre qui a dit ça, mais est-ce que c'est vrai que quand il est arrivé aux États-Unis, il n'y avait pas de scène? Ben, c'est ce que j'avais compris moi aussi. Hein. OK. Oh, il est arrivé... Il a commencé à vendre des affaires, ça a bien été. Oui, exactement. Puis je pense qu'à l'époque, Sylvester Stallone était dans le même gym avec lui. Tu sais, il vivait le lifestyle du bodybuilding. Là. Ouais. C'était vraiment intéressant. Sylvester Stallone aussi, ça venait un qui était particulier. Lui, il faisait des films porno, il était acteur. Oui. Il faisait des films porno parce qu'il ne réussissait pas à se faire embaucher comme acteur. Puis il s'entraînait, puis il écrivait des scripts. Puis il a écrit le premier Rocky. J'ai lu le scénario. Il faisait le tour des différents producteurs, puis il n'y a personne qui voulait avoir le scénario parce qu'il disait, ben, si vous voulez mon scénario, il faut que moi je joue dedans.
Ouais. Puis à un moment donné, il était-tu concierge d'un studio de télé? Puis il a parlé de ça avec un gars, il a dit OK, ouais, ça va être du bon sens, ça c'est beau, on va le faire le film, puis c'est devenu le Sylvester Stallone qu'on connaît. Ouais, exactement. Ça a parti. Puis moi, j'ai lu le vrai scénario qu'il écrit parce qu'il écrit en 3 jours. OK, à 3 jours. En 3 jours. Moi, j'ai lu le scénario. Ce qui est intéressant, c'est que la fin n'est pas la même que le film. C'est quoi la fin dans le vrai scénario? Dans le vrai scénario, non, il gagne pas. Mais tu vois que tout le monde se garoche sur lui. Mais dans le vrai scénario, c'est comme il s'en va, puis il va rejoindre Adriane à la fin, plus loin. T'sais, il est comme plus sur le ring. Il y a une petite différence là. Okay. Il y a un effet dramatique dans le film qu'ils ont comme rajouté. Puis je sais pas si tu sais, dans le premier, ce qui est intéressant, c'est que ils ont ces pantalons, les couleurs ont été inversées. OK. Puis, fait que là, lui, quand il est arrivé, ils ont dit hey, on n'a pas d'argent. Ils ont mis le grand panneau, tu vois Rocky contre Apollo Creed. Mais c'est parce que là, on a un problème. Il dit c'est parce que vous avez imprimé les mauvaises couleurs. Les couleurs ont été inversées. Ouais. Fait que là, à fin de compte, tu vas entendre qu'ils ont fait un texte, ils ont fait un petit bout pour me dire parce qu'il n'y avait pas d'argent pour le refaire faire. Fait qu'à un moment donné, tu as le promoteur qui est là, il dit les couleurs sont pas bonnes. Oh, il dit personne ne va s'en soucier. Fait qu'ils ont utilisé ça pour faire une petite phrase dans le scénario. Parce qu'il n'y avait pas de maudit sang. C'est incroyable. Puis ça a devenu un succès. C'est fascinant, pareil. Hein? Oui, puis tu sais, c'est de ces gens-là qu'il faut s'inspirer. T'sais, moi, Arnold Schwarzenegger, honnêtement, ça avait passé dans le beurre parce qu'Arnold Schwarzenegger, c'était un acteur, c'était pas un acteur oscarisé, là, tu sais. Non. C'était un acteur. Il est parti avec Conan le Barbare. Puis il y avait des muscles, mais quand Georges Saint-Pierre a dit ça, j'étais un peu, c'est vrai, dans les 4 disciplines auxquelles il s'est impliqué, il est arrivé au top des 4. Alors que dans la population, il y a personne qui pourrait espérer être les 4. Non. Non. C'est des êtres qui sont d'exception. Oui. Tu trouves pas ça souvent dans la population. Mais tu as vu ça sur Netflix? C'est disponible sur Netflix? C'est disponible sur Netflix. Ben, je vais aller voir ça. Mais tu sais, quand on veut, parce qu'on revient à nos petits gros. Ouais. Quand on est un petit gros, on est dans notre voiture, on est dans notre camion, on entend Doc Denis Boucher, qui est docteur en médecine expérimentale, qui veut nous aider à perdre. Il veut nous aider à ce qu'on s'aide à perdre du poids. Oui, c'est vraiment ça. On peut dire ça. Faut changer notre mindset aussi. Il faut savoir que les choses qu'on pensait dans les dernières années, les dernières décennies, il faut tout enlever ça, mettre ça de côté, puis y aller d'une façon différente pour avoir un résultat qui est différent que le résultat que vous avez toujours eu avant. Là. Oui. C'est dur. Ouais. Hey, je te donne un exemple cette semaine. Ma cliente, il faut qu'elle consomme 1520 calories. Elle me dit, Denis, je ne m'aiguille pas. Je vais voir son journal alimentaire. 1720 1520. 1520. C'est beaucoup pour une femme, ça? Pour sa grandeur, à 5 et 8, c'est correct. OK. Je vais en voir son journal. Elle en consomme 1300, 1350. Je dis, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi tu manges moins? Ben, elle dit, Denis, je crains. Mais c'est parce que ça ne fonctionne pas. Tu ne perds pas de poids. Il faut que tu consommes toutes tes foutues calories. Et c'est au moment où elle a dit consommer toutes ces foutues calories qu'on a vu le pourcentage de gras diminuer. Fait que c'est hallucinant pour quelqu'un de dire OK, Denis, je t'écoute là, et tu me dis ça se peut que je doive manger plus, j'embarque. Mais au moment où tu dois le faire, là, pense à la panique dans la tête de la personne qui a mangé 1000-1200 calories toute sa vie, puis qu'elle apprend qu'il faut qu'elle en consomme 1500. Elle capote, hein? Ben ouais, c'est ça. Elle se voit comme une obèse morbide dans 2 mois, là. Fait que l'acte de dire le courage que ça prend est énorme. Moi, ce que je trouve capoté, c'est que tu as mis une recette en place pour les exercices, pour les calories, pour son poids, tout ça. Tu as fait des tests avec cette personne-là. C'est une méthode qui a été éprouvée assez souvent. Non. La personne avec moi, oui. La personne arrive, puis elle essaie de changer ce que tu lui dis. Mais attends un peu, parce que là, tu fais affaire avec moi, qui se spécialise là-dedans, puis toi, tu changes quelque chose dans ma recette, ça ne peut pas goûter la même affaire, non. Ça ne peut pas avoir le même résultat. Là. Exactement. Moi, aujourd'hui, je vous donne un cadre de référence, tu le respectes. Tu ne fais pas plus d'exercices que ce que je te donne, tu ne manges pas moins que ce que je te donne. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu me parles de même, j'aurais pas le choix. T'auras pas le choix. Que penses-tu des gens qui font des privations pendant une journée, 2 journées, 3 journées de nourriture? Bon, on va parler du jeûne intermittent, là, ces affaires. Bon, jeûne intermittent. Parce que mon but, c'est que quand tu vas sortir de l'édifice, il y a des snipers répartis partout. Parce qu'on a parlé de l'obésité infantile, ça va faire réagir. Là, on parle justement du jeûne intermittent. Il y avait la fameuse
diète là, que les animateurs radio tripaient, qui n'arrêtaient pas de parler de ça à la radio avec les glucides et tout ça. C'était la keto. Keto! C'était comme devenu une secte, là, puis quand quelqu'un parlait en mal des ketos... Écoute, moi, j'ai fait un podcast il y a très longtemps qui s'était intitulé « La diète cétogène, la diète de la mort ». Dans lequel j'expliquais que c'est exactement ce qui se passe quand tu es en train de crever de faim. OK? Ou que tu es un diabétique en état de perte de contrôle. OK? C'est dramatique. Et là, il y a des gens qui pensaient que je disais qu'il allait mourir avec la diète. Tu aurais vu la tralée de mails qui rentraient, d'insultes. Ton ami que tu m'as référé, que j'ai reçu à l'émission, Isabelle, la belle blonde, super gentille. Isabelle Huot. Tu sais, je veux dire, elle aussi, elle a eu des menaces. Ben oui, Isabelle, c'était pire que moi. Moi, je paye 100 livres, tout le monde va la tuer. Moi, Isabelle est gentille. Moi, je peux envoyer chier n'importe qui, n'importe quand, ça ne me dérange pas. Tu sais, fait que les gens ont plus d'hésitation à venir me challenger. Mais pauvre elle, là. Des fois, à un moment donné, Denis, tu peux-tu aller voir sur... ils sont en train de me descendre à telle place, ça n'a pas de bon sens, puis pourtant, j'ai pas dit ça. Fait que là, c'était... Isabelle, il y a du monde jaloux. C'est parce que vous êtes des experts dans votre domaine. Ouais. Puis des gens qui n'y connaissent absolument rien dans votre domaine, qui ont essayé quelque chose, qui ont l'impression que ça marche, ils font des lectures sur ce que vous mentionnez, ils sont comme outrés de vos propos, puis ils veulent être violents physiquement et verbalement. Hey, il y a du monde crétin. OK, moi, je parle de quelque chose. Fait que je vais avoir lu des recherches scientifiques là-dedans, je suis tout le temps là-dedans. J'ai une affaire. Il y a un crétin qui va aller sur PubMed. PubMed, c'est si tu veux avoir les recherches scientifiques récentes ou passées, tu vas là-dessus, tu fais une recherche, mettons, diète, pas tant de choses. OK? Fait que là, il va m'envoyer un titre de recherche scientifique qui dit que c'est efficace quand moi, j'ai dit que c'est pas efficace. Mais là, ma question, c'est, hey, t'as quoi comme formation? As-tu déjà appris à lire une recherche scientifique? Est-ce que tu connais comment on organise la méthodologie? Est-ce que tu es capable de comprendre les analyses statistiques qui sont faites? Est-ce que tu es capable de comprendre les forces et les faiblesses de l'article scientifique? Non. Donc, que tu m'envoies un titre de recherche scientifique qui dit le contraire de moi, j'en ai rien à foutre parce que peut-être que dans les limites de la recherche, il va dire la même affaire que moi. Fait que tu es pris avec un tas d'imbéciles qui pensent que parce qu'ils ont lu quelque chose à quelque part, ils en savent plus que toi. Écoute, Isabelle, elle a un doctorat en nutrition. Ouais. Elle a passé sa vie en recherche. J'ai passé ma vie dans l'analyse du métabolisme, sur l'exercice et le métabolisme. Et quand même, tu viendrais m'obstiner. Tu n'as pas l'expérience clinique. Tu n'as jamais exploité un laboratoire de physiologie. Tu ne sais pas de quoi on parle. Mais c'est du monde comme ça. Il y en a pas partout. Là. Tu as d'un coup de pied sa poubelle, là. Il y en a 6-7 qui sortent d'un coup sec. Là. Fait que les jeunes intermittents, c'est dans la même gang? Non, jeûne intermittent, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir des pertes de poids. OK? Mais c'est parce que les gens ont appris à contrôler leur alimentation par le jeûne intermittent. C'est pas parce que ça s'appelle jeûne intermittent que tu maigris. C'est parce que tu as contrôlé ton alimentation. Mais comme moi, là, j'en ai fait un sur le jeûne intermittent, podcast. J'ai dit, hey, j'ai réalisé que je fais le jeûne 12 heures, moi. Parce que je mange à 7h30 le matin, puis je finis à manger à 7h30 le soir. Mais jamais il me serait venu à l'idée de dire que je fais le jeûne intermittent. Fuck! Je mange toutes mes calories en 12 heures. Ouais, puis tu m'en parles, c'est ce que je fais exactement. Quand je soupe, là, le lendemain, je remange. Des fois, il est 13h ou 14h plus tard. Mais les gens aiment se donner un allure, un genre. Je fais partie d'une gang. La gang du jeûne intermittent. La gang de la diète, pas tant de choses. OK? Mais la base là, de tout, c'est que tu contrôles ton alimentation. Puis moi, je dis, pourquoi je ferais des pirouettes nutritionnelles avec du jeûne? Si tu y crois, tu es bien dans le jeûne intermittent, fais-le. Tu comprends? Ça ne me dérange pas. Ouais. Mais moi, je dis, pourquoi on devrait faire des pirouettes nutritionnelles quand je peux manger équilibré pendant toute la journée, puis que je maintiens un poids santé? Inutile pour moi. Tout aussi simple que ça. Doc Boucher, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Il y a énormément de... Les gens me disent Doc Boucher. Positif, négatif. Là, j'entends dans mes oreilles Sniper 1, on cancelle, Sniper 2, restez à l'affût, va sortir de la bâtisse. Ça fait tout le temps des explosions quand tu viens. Oui. C'est le fun, puis j'espère que tu vas revenir à l'émission. Sinon, on peut te suivre à quel endroit? Hey, DenisBoucher.com, vous avez tout ce que je raconte de bon et de moins bon sur ce site. T'es sur Facebook, t'es sur Spotify. Spotify, TikTok, Snapchat, je suis partout, LinkedIn. T'es multiplateforme. Multiplateforme. T'es un artiste dans l'âme, puis on n'a pas eu le temps de parler de tes livres, là, mais t'écris des livres aussi. Ouais, dans une prochaine, on en jase. L'inspecteur du paranormal. Ouais, l'inspecteur paranormal. Cinquième roman. Là, cinquième roman. Ouais. Qui s'appelle L'Animal et qui ça se passe à Québec. Ça se passe à Beauport. OK.
dans mon vieux quartier, je me suis créé le monde, puis je vais faire une petite vidéo montrer où j'ai pensé que tout se passait. Fait que t'es comme la J.K. Rowling de Beauport. La J.K. Rowling de Beauport. J'ai pas plus d'ambition que ça, là, tu comprends? Es-tu aussi riche? Et non, malheureusement. Ouais, je te le souhaite. Denis Boucher, merci. Hey, salut,